Compte rendu de la 88e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce vendredi 8 mai 2026 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa la 88e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption d'un dossier. 5. Examen et adoption des 5 textes. Communication du Président de la République. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur 2 points principaux, à savoir de la mise en œuvre intégrée et cohérente des recommandations issues des États généraux des postes et télécoms. Le Président de la République tient à la mise en œuvre intégrée et cohérente des 125 recommandations issues des États généraux des postes et télécoms qu'il a personnellement procédé au lancement le 27 avril 2026 sous le thème « Postes et télécoms, vecteurs du développement socio-économique ». Il a précisé que ces recommandations formulées à l'issue de ces différents panels organisés sur la relance et la modernisation du secteur postal, le cadre légal et réglementaire des télécommunications, le climat des affaires et la fiscalité, l'inclusion numérique et financière, ainsi que les infrastructures et la connectivité traduisent la volonté collective de renforcer durablement ces secteurs stratégiques. De ce fait, elles doivent être rapidement traduites en actions concrètes à travers une véritable feuille de route stratégique nationale des postes et télécommunications fondée sur des projets hiérarchisés, financés et rigoureusement suivis afin de faire de la République démocratique du Congo un pays mieux connecté, plus compétitif et pleinement intégré à l'économie numérique régionale et mondiale. Rappelant que ces assises ont permis de procéder à un diagnostic complet, lucide et sans complaisance de l'écosystème postal et des télécommunications de notre pays en vue d'identifier les réformes structurelles nécessaires à sa modernisation et à son adaptation aux exigences de l'économie numérique contemporaine. Le Président de la République a souligné qu'elles ont surtout constitué un cadre stratégique de concertation réunissant les acteurs publics, privés, académiques et techniques concentrés autour d'une ambition commune, faire des postes et télécommunications un levier de souveraineté nationale, de compétitivité économique, d'intégration territoriale, d'inclusion numérique et financière, ainsi que de création d'emplois et d'amélioration de l'accès des populations aux services essentiels. Par conséquent, il a engagé le ministre des Postes et Télécommunications ainsi que le ministre de l'Économie numérique, sous la coordination de la Première ministre, à mettre en place, sans attendre, un comité interdisciplinaire incluant son cabinet chargé d'assurer le suivi intégré, cohérent et opérationnel avec des indicateurs clairs de la dite feuille de route issue de ces États généraux. Ce comité devra notamment, sans déranger les équilibres de fonctionnement du secteur, garantir la convergence des actions des différentes parties prenantes, assurer la cohérence des réformes engagées, renforcer la coordination institutionnelle entre les administrations et les structures techniques concernées, lever les contraintes éventuelles à l'exécution des recommandations, veiller au respect des échéances fixées et lui faire régulièrement rapport sur l'état d'avancement des engagements pris. De l'exécution ordonnée des travaux urbains d'aménagement de la ville de Kinshasa. Dans la suite de sa communication faite lors de la 44e réunion du Conseil des ministres du 23 mai 2025
sur la réalisation des ouvrages urbains d'aménagement et de modernisation de la ville de Kinshasa, notamment les travaux des rocades, le président de la République a tenu à réaffirmer la nécessité d'accélérer les indemnisations et de conduire les travaux de voirie afin que les opérations de libération des emprises publiques dans l'ordre, la coordination et le strict respect des lois de la République. Les informations qui lui parviennent font état des retards persistants dans l'exécution des travaux des rocades, principalement dus à l'absence d'expropriation effective et d'indemnisation préalable sur plusieurs tronçons concernés, ralentissant ainsi l'avancement des projets essentiels à la fluidité de la circulation et à la décongestion de la capitale. Il a relevé également, avec préoccupation, que certaines opérations de démolition liées aux travaux de voirie interne ont affecté les compatriotes disposant des titres régulièrement établis, parfois sans préparation et sensibilisation suffisante, des évacuations étant même intervenues en pleine saison de pluie et durant la période scolaire, exposant plusieurs familles à des difficultés sociales importantes. Il a réaffirmé que ces travaux sont nécessaires et doivent se poursuivre avec détermination. Toutefois, a-t-il insisté, la modernisation de Kinshasa ne peut s'opérer en dehors du cadre légal ni au détriment de la dignité de nos concitoyens. L'État doit demeurer exemplaire dans le respect des procédures d'expropriation et des droits des citoyens. Le président de la République a encouragé, à cet effet, les structures concernées à mettre utilement à profit la saison sèche afin d'accélérer l'exécution des travaux dans les conditions techniques favorables. S'agissant particulièrement des travaux des rocades, il a instruit le ministre des Infrastructures et Travaux publics, la ministre des Affaires foncières ainsi que les services concernés dans le cadre de la commission de suivi de mise en place d'accélérer les opérations d'identification, d'indemnisation et de libération des emprises afin de permettre l'exécution effective des travaux sur les tronçons concernés. Concernant les travaux exécutés sous la coordination de la ville de Kinshasa, il a instruit l'hôtel de ville à faire preuve de rigueur administrative et de discernement dans la conduite des opérations de démolition et de délocalisation, notamment par la vérification préalable des titres de propriété régulièrement détenus par les occupants concernés, l'octroi des préavis raisonnables aux populations affectées, ainsi que l'aménagement préalable des sites, des réinstallations habitables disposant notamment des voies d'accès d'eau, de l'électricité et des infrastructures sanitaires, scolaires et sécuritaires essentielles. Il est attendu davantage d'anticipation, de coordination, de concertation avec les populations afin d'éviter les tensions contre-productives et de garantir l'adhésion des citoyens aux projets structurants engagés par l'État. Un rapport circonstancié sur l'état d'avancement de l'ensemble de ces mesures est attendu dans un délai de 20 jours. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue avec plusieurs thèmes, notamment sur la conférence de presse du président de la République organisée à Kinshasa le 6 mai 2026 devant les représentants des médias nationaux et internationaux. Cette conférence de presse, a-t-elle indiqué, a permis de rappeler la vision qui guide l'action gouvernementale, des priorités et des enjeux cruciaux de la vie nationale. Les 4 axes thématiques majeurs de la politique et gouvernance, de la sécurité, de l'économie et du social ont été abordés avec précision et clarté, offrant ainsi aux citoyens un aperçu complet de la feuille de route du chef de l'État pour l'avenir.
Il s'agit d'un exemple édifiant de la volonté du chef de l'État face à nos concitoyens en vue de leur expliquer les décisions prises et de leur présenter les solutions idoines pour relever les défis qui se posent à notre pays. La Première ministre a tenu à lui exprimer la gratitude du gouvernement pour son temps, son esprit de service et son engagement inébranlable pour le bien commun. Elle lui a redit le soutien sans faille du gouvernement dans l'accomplissement de la mission lui confiée par le peuple congolais, souverain primaire. Aussi, a-t-elle instruit les membres du gouvernement de garder le cap et de continuer de travailler d'arrache-pied pour atteindre les résultats en phase avec les 6 recommandations majeures du chef de l'État. Dans un second thème, la Première ministre a évoqué la tenue de la table ronde sur l'aménagement du territoire et la mise en œuvre des orientations y afférentes. En effet, elle a informé le Conseil d'avoir présidé du 4 au 5 mai 2026 à Kinshasa les travaux de ces assises dans le cadre de la mise en œuvre de la loi numéro 25/045 du 1er juillet 2025 relative à l'aménagement du territoire ainsi que du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Les parties prenantes du secteur concerné ont pu échanger sur les enjeux liés à la gouvernance spatiale du territoire national, à la réduction des disparités territoriales et à la valorisation nationale des ressources du pays. Les défis structurels persistants auxquels notre pays demeure confronté ont été mis en évidence, notamment l'urbanisation insuffisamment maîtrisée, le déficit infrastructurel, les difficultés de gestion foncière, la fragmentation des interventions sectorielles, ainsi que l'absence d'affectation cohérente des espaces selon leur vocation économique et sociale. Ces travaux ont également souligné la nécessité d'une meilleure articulation des politiques publiques sectorielles autour d'une vision commune de l'aménagement des territoires pour garantir un espace national spatialement équilibré, intégré et durable. En termes de recommandations, les participants ont plaidé pour une approche coordonnée des questions spatiales stratégiques, notamment autour des zones agricoles, agro-industrielles, forestières, minières, pétrolières et gazières, afin d'optimiser les ressources disponibles, de réduire les déséquilibres territoriaux et de soutenir la transformation économique du pays. Il a été réaffirmé la nécessité d'opérationnaliser le Conseil national de l'aménagement du territoire, CNAT en sigle, comme cadre permanent de coordination intersectorielle des politiques publiques à l'incidence spatiale. Considérant la transversalité des recommandations formulées, le gouvernement est appelé à assurer l'implication effective de l'ensemble des secteurs concernés afin de garantir une mise en œuvre cohérente et concertée de la feuille de route issue de cette table ronde. À cet effet, la Première ministre envisage de convoquer, dans les meilleurs délais, la session inaugurale du Conseil national d'aménagement du territoire qui permettra de valider une feuille de route intersectorielle assortie d'un chronogramme de mise en œuvre. Elle a demandé aux ministres en charge, notamment de l'environnement, de l'urbanisme et habitat, des infrastructures et travaux publics, des affaires foncières, de la politique de la ville, d'intégrer systématiquement la dimension territoriale dans l'élaboration et l'exécution des projets et programmes relevant de leurs secteurs respectifs. Par ailleurs, pour une meilleure prise en charge sur le terrain, les gouverneurs de province et les exécutifs provinciaux sont invités à veiller à l'application stricte des dispositions légales relatives à l'aménagement du territoire au niveau notamment des provinces et des entités territoriales décentralisées.
La Première ministre a terminé sa communication en abordant la question des préparatifs et du dépôt du projet de loi de finances rectificatif 2026. À ce sujet, elle a précisé que l'évolution du contexte politique et économique, tant au plan international que national, a significativement affecté certaines variables du cadrage macroéconomique ayant servi de base à l'élaboration du budget 2026 du pouvoir central adopté par les deux chambres du Parlement puis promulgué le 29 décembre 2025 par le président de la République. Par conséquent, elle a demandé au vice-premier ministre, ministre du Budget, d'accélérer les travaux relatifs au projet de loi irrélatif afin que celui-ci soit déposé avant la fin du mois de mai courant au Parlement. La loi des finances rectificative 2026 devra intégrer les conclusions des travaux réalisés par nos experts dans le cadre de la 3e revue du Fonds monétaire international. 2 points d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par un grand intérêt de l'opinion à la suite de la conférence de presse du chef de l'État devant les médias tant nationaux qu'internationaux. Une large adhésion populaire consécutive aux sanctions américaines contre l'ancien président Joseph Kabila pour son soutien tant politique que financier au mouvement terroriste de l'AFC M23. La préoccupation de la population consécutive aux affrontements enregistrés entre les forces loyalistes et les terroristes RDF, M23, AFC, tant au nord Kivu qu'au sud Kivu. Dans le chapitre du banditisme et de la criminalité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a évoqué les dispositions prises à la suite des incidents survenus dans les communes de Kimbanseke et Njili, dans la ville de Kinshasa, successivement à la paroisse catholique Saint-Théophile de Kimbanseke et à la paroisse protestante de la communauté évangélique du Congo au quartier 5, commune de Njili. Il a indiqué que 12 présumés bandits impliqués dans cette série d'agressions ont été interpellés par la police nationale dans le cadre de l'opération Ndobo et ont comparu ce jeudi 7 mai 2026 au tribunal militaire de garnison de Njili. Il a terminé par passer en revue la situation aux frontières avant d'être complété par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux qui, au nom de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a fait le point sur la recrudescence des actes xénophobes visant les ressortissants africains en Afrique du Sud, tout en évoquant les mesures de protection des compatriotes congolais prises. En coordination avec les autorités sud-africaines et les partenaires régionaux concernés, le ministère des Affaires étrangères continuera à prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts et de la sécurité des ressortissants congolais. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Situation sécuritaire. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a quant à lui brossé la situation opérationnelle et sécuritaire en revenant spécifiquement sur les détails concernant les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et des Lituri, ainsi que dans le Grand Katanga. Face aux manœuvres ennemies visant notamment l'occupation d'autres pans de nos territoires, a-t-il rassuré, nos forces armées ont conservé l'initiative, affirmant ainsi leur détermination à contenir l'adversaire sur les lignes de front. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Évolution de la situation humanitaire.
la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a fait le point de la situation humanitaire en République démocratique du Congo pour la période du 12 avril au 3 mai 2026. Dans la province du Haut-Lomami, plusieurs maisons d'habitation dans 17 villages ont été inondées suite à des fortes pluies diluviennes qui se sont abattues. Le bilan provisoire a fait état de 2190 maisons écroulées et de 2455 ménages affectés. Il est fait également état de 438 ménages affectés et 135 maisons complètement détruites. Les sinistrés passent nuit dans des églises auprès des familles d'accueil et des autres encore à la Belle Étoile. Dans la province de Tanganyika, en territoire de Kabalo, 31 villages ont été affectés par des inondations consécutives à la montée des eaux du fleuve Congo et affluents. Le bilan est de 1150 ménages sans abri et d'importantes pertes en biens essentiels et moyens de subsistance. Dans la province du Haut-Katanga, secteur de Balala et groupement de Ngosa, 700 ménages sinistrés ont été enregistrés après un débordement des rivières Luombwa, Mulembo et Luapula ayant affecté 6 villages, Lubanga, Nongo, Ngai, Londolo, Katielo et Ngomalala. Dans la province du Sud Kivu, 14 corps sans vie ont été retrouvés, 4 femmes, dont une enceinte, 8 enfants de moins de 14 ans et 2 hommes de plus de 40 ans à la suite des inondations de la rivière Kilmabengue dans la ville d'Ouvira après des fortes pluies du 1er mai dernier. Dans un autre volet, elle a informé le Conseil du retour volontaire au pays de 1454 compatriotes, 398 ménages en provenance du Burundi via 2 convois organisés respectivement le 23 et le 30 avril dernier. Il est prévu un rapatriement des 1000 compatriotes chaque semaine. Elle a aussi fait le point sur les cas de nos compatriotes réfugiés en Tanzanie et ainsi que celui de 39 compatriotes rescapés d'un naufrage sur l'océan Indien qui sont présentement sous la responsabilité des autorités comoriennes. Afin de renforcer les interventions et assistances gouvernementales, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a formulé une série de recommandations au gouvernement. Pour terminer, elle a informé les membres du gouvernement de la participation de notre pays au Forum social mondial prévu du 4 au 8 août 2026 à Cotonou, au Bénin. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a présenté la situation sanitaire dans le pays essentiellement orientée vers le choléra. Comparé à la semaine dernière, la tendance à la 17e semaine a été marquée par une baisse des cas suspects passant de 1196 à 1008 avec 12 décès enregistrés, soit une létalité de 1,2% contre 1,8%. La province du Nord Kivu est la plus touchée au cours de cette semaine avec 204 nouveaux cas suspects et 2 décès. Quant à la ville de Kinshasa, il a été noté une stabilité de nombre des nouveaux cas suspects passant de 40 à 42 et 3 décès durant cette semaine. Par ailleurs, 3 malades actifs sont actuellement pris en charge dans les centres de traitement de choléra.
S'agissant particulièrement de cette épidémie, dans la prison de Banzangungu, le cumul des cas est resté à 168 cas, dont 13 décès. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du domaine des sports et loisirs. Le ministre des Sports et Loisirs a présenté une note d'information relative à la préparation de l'équipe nationale, les Léopards A, à la Coupe du Monde FIFA 2026. Il a indiqué que le calendrier définitif de la préparation des Léopards à la 23e édition de la Coupe du Monde est à ce jour complet. Cette préparation sera lancée le 26 mai 2026 à Kinshasa. Une séance d'entraînement populaire est prévue au stade Tata Raphaël dans la matinée pour communier avec le public avant que nos léopards reçoivent leur décoration au cours d'une cérémonie qui sera organisée par la chancellerie des ordres nationaux et la remise du drapeau national au capitaine de la sélection par le président de la République. Le calendrier prévoit le départ de Léopard le 27 mai prochain pour la Belgique où ils vont affronter en amical le Danemark le 3 juin à Liège. Ensuite viendra l'équipe de l'Espagne où un second match amical est prévu face au Chili le 9 juin. Ce stage de préparation se poursuivra aux États-Unis d'Amérique à partir du 11 juin à Houston, ville qui va accueillir le 17 juin notre premier match de la compétition face au Portugal. Par ailleurs, le ministre des Sports et Loisirs a rassuré que toute la procédure d'obtention des visas en faveur des Léopards a été accomplie et les dossiers ont été transmis à la FIFA pour finalisation. Le point a été fait sur l'avancement des processus d'obtention de visas pour les supporters et animateurs et de la mise à disposition d'un quota de billets d'accès pour l'ensemble des 3 premiers matchs des Léopards dans cette compétition. Afin de marquer notre retour à cette grande fête du football mondial, il est prévu la création et la mise en place à travers les grandes villes et agglomérations du pays des fan zones. L'accompagnement du gouvernement a été sollicité quant à ce. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur de l'éducation nationale. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a informé le Conseil de la présidence par la République démocratique du Congo de la Semaine africaine de l'UNESCO 2026. Elle a commencé par indiquer que ces assises sont l'événement annuel phare du groupe d'Afrique de l'UNESCO qui se tiennent à la maison de l'UNESCO à Paris dans le prolongement de la journée de l'Afrique du 25 mai et constitue désormais une plateforme de diplomatie multilatérale africaine mobilisant les domaines de compétences de l'UNESCO: éducation, sciences, culture, communication et information. L'édition 2026 se déroulera du 19 au 22 mai 2026 autour du thème « Assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 ». Ce thème place l'événement dans une séquence stratégique consacrée à la sécurisation hydrique, à la résilience climatique, à la santé publique et au développement durable. Soulignons la portée stratégique, diplomatique, scientifique, culturelle et institutionnelle de la présidence congolaise dans la Semaine africaine de l'UNESCO 2026, le gouvernement a été invité à prendre acte de cette présidence, de l'invitation adressée au président de la République, du programme général et de la nécessité d'une coordination interinstitutionnelle resserrée en vue d'une participation nationale cohérente et conforme au niveau de responsabilité confiée à notre pays. Le Conseil a pris acte de cette note d'information.
Note d'information relevant du secteur du développement rural. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, a évoqué la proposition du développement des infrastructures prioritaires pour la revitalisation du monde rural en République démocratique du Congo. Il a informé le Conseil de la signature des mémorandums d'entente d'une part entre son ministère et l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration APC-SC et d'autre part entre son ministère et la société privée de droit turque dénommée IFAO Group. Ces accords cadres, a-t-il informé, portent sur 6 projets de contrats d'envergure portés par un partenariat public-privé et des financements internationaux pour l'accès à l'eau potable en milieu rural et périurbain, la réhabilitation de la construction des routes des dessertes agricoles et rurales, l'aménagement et l'entretien des voies navigables des dessertes agricoles et rurales, la réhabilitation des pistes d'atterrissage en milieu rural, le développement des énergies renouvelables et l'électrification en milieu rural et périurbain, et l'amélioration, la construction de l'habitat rural et l'aménagement de l'espace en milieu rural. Ces projets visent à améliorer les conditions et le cadre de vie des populations rurales, à offrir des emplois décents, à accroître les revenus des ménages, à réduire la pauvreté et freiner les zones rurales. Ils viennent en appui au PDL 145 territoires s'inscrivant dans la politique nationale de développement rural, PNDR, dans le PAG 2024-2028, dans les axes prioritaires PNSD 2024-2028, ainsi que dans la cohérence totale avec les politiques et les interventions des secteurs agricoles, agro-pastoral et de développement rural. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, a sollicité l'accompagnement du gouvernement dans ce processus pour la matérialisation de la vision du président de la République qui prône la transformation rapide du monde rural pour en faire un socle de la cohésion sociale. Le Conseil a envoyé cette proposition aux commissions interministérielles compétentes pour approfondissement avant d'être soumise aux délibérations de sa prochaine réunion. Note d'information relevant du secteur du commerce extérieur. Le ministre du Commerce extérieur a informé le Conseil du 3e examen des politiques commerciales de la République démocratique du Congo dans le cadre des mécanismes institués par l'accord de Marrakech créant l'Organisation mondiale du commerce, OMC en sigle. En perspective de cette activité prévue à Genève le 28 et 30 octobre 2026, il a précisé qu'une mission du secrétariat de l'OMC est attendue à Kinshasa du 11 au 15 mai 2026, constituant la 2e visite dans le cadre des préparatifs. Ce 3e examen de notre politique commerciale couvre un large éventail de secteurs économiques, notamment le commerce extérieur, les douanes, l'agriculture, la pêche, l'environnement, la propriété intellectuelle, les mines, la santé, les services ainsi que les politiques d'investissement et de facilitation du commerce. Cet exercice explique la participation active de plusieurs ministères, institutions publiques, agences spécialisées et acteurs du secteur privé appelés à fournir des données actualisées et fiables, ainsi qu'à contribuer aux échanges techniques avec les secteurs du secrétariat de l'OMC. Il est prévu à cet effet l'organisation des séances plénières, des réunions techniques et des discussions sectorielles entre les experts nationaux et ceux du secrétariat de l'OMC. Ces échanges permettront d'évaluer les politiques mises en œuvre, d'identifier
les contraintes structurelles et de dégager des pistes de réforme en vue de renforcer la compétitivité commerciale de notre pays. Le ministre du Commerce extérieur a sollicité l'implication active de toutes les parties prenantes concernées par ce processus en vue d'assurer une participation efficace et une représentation de qualité de la République démocratique du Congo à ce troisième examen. Le Conseil a pris acte de cette note d'information relevant du secteur de la jeunesse. Bouclant ce chapitre, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique a présenté aux membres du Conseil la note d'information relative au programme Carte Avantage Jeunes. Il s'agit d'un dispositif visant à enregistrer les jeunes dans un système moderne et sécurisé, à faciliter leur accès aux opportunités économiques, éducatives et sociales et à renforcer leur participation dans la vie économique nationale. Ce programme repose sur la délivrance des cartes personnalisées permettant aux jeunes de 15 à 35 ans de bénéficier d'avantages spécifiques auprès de partenaires publics et privés reposant sur 3 composantes. Un système d'enregistrement fiable pour constituer une base de données des bénéficiants, un réseau de partenaires offrant des avantages et des services, une carte physique et une application mobile sécurisée intégrant des éléments de sécurité avancés, notamment un marquage spécifique visible sous lumière ultraviolet UV, rendant la duplication difficile et garantissant l'authenticité des supports délivrés. Les mécanismes de mise en œuvre ont été expliqués, les partenaires engagés ont été présentés et l'accompagnement du gouvernement a été sollicité pour l'accomplissement des différentes étapes requises. Au final, ce programme permettra de disposer d'une base de données fiable sur la jeunesse congolaise, d'améliorer le pouvoir d'achat des jeunes grâce à des réductions et avantages, de faciliter l'accès à l'emploi, à la formation et à l'entrepreneuriat, et de renforcer l'efficacité des actions publiques en faveur de la jeunesse. Le Conseil a demandé à la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique de transformer sa note d'information en dossier à soumettre à l'examen des commissions interministérielles permanentes compétentes. Approbation d'un relevé des décisions. Les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 87e réunion ordinaire du Conseil des ministres du 24 avril 2026. Examen et adoption d'un dossier. Dossier relevant du secteur du commerce extérieur. Le ministre du Commerce extérieur a soumis au Conseil pour examen et approbation le dossier relatif à la problématique de la chute des cours de cacao et la nécessité de la protection des producteurs locaux. En effet, expliquant les causes de cette chute sensible et continue sur le marché mondial, il a identifié 3 facteurs majeurs, à savoir une offre excédentaire en 2025 et 2026, la reconfiguration de la demande de l'industrie chocolatière européenne et le manque de coordination du duopole ouest-africain, Côte d'Ivoire et Ghana. Cette baisse de cours impacte durement les producteurs congolais à cause des raisons endogènes liées à la fragmentation de l'offre, le déficit de qualité et de transformation et le calvaire logistique. Partant des données de la Commission nationale des mercuriales, l'observation de la semaine du 6 au 11 avril 2026 est sans appel. Le cacao se négocie actuellement à 3,09 $ américains le kilogramme. En décembre 2025, le prix moyen était de 5,85 $ américains, tandis qu'en décembre 2024, il avait frôlé
des sommets historiques approchant les 11 $ sur les marchés internationaux. Pour protéger nos agriculteurs contre la spéculation, le ministère du Commerce extérieur a déployé une stratégie privilégiant la force du marché à l'administration rigide des prix et articulée autour de la diversification offensive des marchés, la mise en conformité qualitative, l'accroissement des capacités productives. Considérant la transversalité de la problématique, il a été expliqué et motivé une série de mesures à prendre au niveau sectoriel aux fins de contrer ces menaces et stabiliser leur brin en République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce dossier. Examen et adoption de 5 textes. Projet de décret relevant du secteur de l'Intérieur. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a soumis au Conseil pour examen et adoption 2 textes. Projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 18/031 du 9 novembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de pilotage, de mise en œuvre et suivi des réformes institutionnelles en République démocratique du Congo. Ce texte permet respectivement une meilleure efficacité dans la conduite des réformes institutionnelles, une clarification des responsabilités administratives, une meilleure redevabilité des acteurs impliqués et une conformité accrue des dispositifs réglementaires avec le cadre normatif en vigueur. Projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'École nationale de la territoriale. Ce texte répond à la nécessité et l'urgence de doter notre gouvernement d'un outil de formation professionnelle, de renforcement des capacités des animateurs de la territoriale. Afin de le rendre encore plus dynamique et performante, ce texte fait passer son statut de service spécialisé du ministère de l'Intérieur à celui d'un établissement public en cette période où les territoriaux nouvellement nommés et élus constituent un chaînon important dans le processus de la restauration de l'autorité de l'État à partir de la base. Après débat et délibération, ces projets de décret ont été adoptés. Projet de décret relevant du secteur de l'économie nationale. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a soumis au Conseil, pour examen et adoption, un projet de décret portant fixation des seuils de chiffre d'affaires dans les projets de concentration économique. Ce texte tient compte des spécificités de certains secteurs pour lesquels les seuils ont été ajustés. L'ensemble des entreprises ou groupes d'entreprises, personnes morales ou physiques répondant aux critères édictés et parties à la concentration économique constituée auront un délai de 12 mois dès l'entrée en vigueur du présent décret afin de régulariser leur situation. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Projet de décret relevant du secteur de l'emploi et travail. Le ministre de l'Emploi et Travail a pour sa part soumis au Conseil pour examen et adoption le projet de décret portant détermination des principes directeurs du barème catégoriel dans les entreprises et les établissements de toute nature en République démocratique du Congo. Par la définition de ces principes directeurs, de la tension salariale dans les entreprises et établissements de toute nature, la signature de ce texte réglementaire permettra, d'une part, d'assurer une application efficiente du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, en tenant compte des réalités économiques des différents secteurs et d'autre part, de maintenir la paix sociale, de garantir un niveau de vie décent aux travailleurs par le renforcement de leur pouvoir d'achat et de préserver la viabilité des entreprises et établissements
de toute nature. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté. Projet de décret relevant des ressources hydrauliques et électricité. Pour terminer, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet des décrets portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Service national de dispatching, SND, en exécution des dispositions de la loi relative au secteur de l'électricité tel que modifié à ce jour. Le présent projet de décret institue le service national de dispatching comme un outil de régulation technique performant des flux énergétiques sur l'ensemble du territoire national. Ces missions régaliennes visent le pilotage du flux, la sûreté du réseau, l'arbitrage technique, l'optimisation énergétique et l'appui institutionnel. L'opérationnalisation du SND permettra de rationaliser les mouvements d'énergie, mettant ainsi fin aux préjudices économiques et financiers induits par l'absence d'un contrôle centralisé et systémique. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Commencé à 15h53, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 19h20. Je vous remercie. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde. La culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans. Je m'appelle Laetitia Mbayo, je suis entrepreneur, d'abord dans le recyclage, et depuis 2 ans, je suis aussi entrepreneur dans la production de cure-dents, ce qui fait que je suis la toute première usine à produire des cure-dents en RDC. L'idée de mettre en place une unité de production des cure-dents, c'était vraiment dans un after-work. J'ai discuté avec des amis et on parlait des choses que la RDC importait, et parmi les choses que la RDC importait, il y avait des cure-dents. Sauf que moi, je pensais que c'était fabriqué ici. Donc, j'ai fait mes petites investigations, j'ai fait les tours des supermarchés, je me suis rendu compte effectivement que c'était